permettre aux gens de dire qu'il faut qu'ils arrêtent ce peu de croyances. Oui. Merci pour C'est ça. sûr. Donc, ce n'est pas une maladie des Blancs, comme j'ai vu des gens danser dans la discothèque dernièrement, Oui. disant Corona, la maladie des Blancs, Corona. Non, c'est une maladie qui touche toutes les ethnies et d'autant plus qu'on a un gros problème en ce moment. Figurez-vous, maître, qu'en ce moment, les Noirs meurent beaucoup plus que les Blancs aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique. Et ça, c'est un gros problème. Je voulais même en faire complètement une émission, mais on peut en parler. Les facteurs sont multiples et un des facteurs qui est directement évoqué, c'est le côté socio-économique parce que aux États-Unis ou en Angleterre, souvent les Noirs ont des métiers qui les exposent à risque de virus. Exactement. Et le facteur, c'est l'accès aux soins. Donc, ça va aussi permettre de dire aux gens ne gardez pas la maladie, les symptômes chez vous. Appelez, consultez, faites-vous suivre parce que si on pense qu'on a des symptômes de la toux, de la fièvre, mais on veut aller travailler parce qu'on pense d'abord à son loyer, ça peut être assez dangereux puisque si on décède, l'enfant qu'on aura à la maison ne pourra même plus aller à l'école parce qu'on aura traîné pour se faire suivre. Et ça, c'est un gros défi. Le deuxième élément, c'est aussi finalement la question des maladies associées comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, donc c'est tout ce qui est grosse surcharge de poids. Et les comorbidités. Exactement. Morbidité, c'est fondamental. Et ça, on le voit aux États-Unis où chez les sujets adultes, on atteint presque 40-50% d'obésité. C'est énorme. C'est énorme. En France, au Cameroun, les données de 2014 montrent que chez les femmes, ça peut aller jusqu'à 17% et chez les hommes, un peu moins de 10%. Mais par contre, le diabète, l'hypertension sont aussi très importants. Donc, la protection… Mais professeur, vous me faites peur là. Je suis à la fois diabétique et hypertendu et obèse. Mais, donc, je dois éviter sérieusement cette histoire-là. Exactement, parce que ayant ces trois éléments… C'est pour ça que je suis confinée depuis 2 mois. Exactement. Ayant ces 3 éléments, vous avez la chance d'être aussi… Et puis, à l'âge, les 4 handicaps. C'est ça. J'ai 75 ans. Et vous avez la chance d'être avisée et consciente. Vous n'êtes pas quelqu'un de, j'allais dire, maladroit, qui ne croit pas. Et comme vous le dites si bien, vous avez respecté les consignes de distanciation sociale. Oui, mais c'est embêtant ça, parce que je n'ai que des défauts pour ça, donc je dois vraiment éviter la proximité avec ce coronavirus là. Oui, parce que ce qu'on a vu, par exemple, ici au Canada… Expliquez-moi, comment ça se fait qu'un médecin puisse mourir du coronavirus? En fait, un médecin. En fait, comme on en a vu ici, à Douala. Exactement. Au Cameroun. Merci pour la question. Comment? Merci. C'est très bien. On vous voit bien à l'image et on vous entend. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit l'âge, on n'est pas forcément protégé, immunisé, puisque tout le monde découvre le virus. Et contrairement à des virus comme la grippe saisonnière, où souvent il y avait chaque année le virus qui circulait, le virus est nouveau pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'ils seraient protégés parce qu'ils ont peut-être une corpulence. Mais on a vu des jeunes robustes décéder du virus parce que finalement, le virus a une agressivité qui est complètement propre à elle-même. Les maladies dont j'ai parlé, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, ce n'est pas 100%. Il y a quand même d'autres personnes qui n'ont pas ça et qui décèdent. Il y avait un graphique sur le taux de décès par rapport à l'âge qui montrait qu'à partir de 75 ans, on est à peu près 15%. Entre 60 et 75, on descend à 8%. Et chez les jeunes, chez les enfants, par exemple, moins de 9 ans, il y a dans la littérature, j'ai revu dernièrement, il y a à peu près 10 cas qui ont été publiés, dont certains 2/3 avaient des problèmes de santé. Donc, un médecin qui est exposé à des patients malades peut se contaminer et peut décéder parce que le virus va atteindre les fonctions vitales de ce médecin au même titre que d'autres personnes qui ont des problèmes de santé. Et il n'est pas du tout à l'abri par son statut de médecin. Et au contraire, il peut se contaminer 1 fois, 2 fois, 3 fois avec
le même malade ou dans le même environnement. Et finalement, la charge du virus va pouvoir donner une atteinte très, très importante. Je donne 2 exemples pour ça. Tout ce qui est médecins qui travaillent avec la bouche, la gorge, par exemple, les anesthésistes qui intubent des patients, les endoscopistes, nous-mêmes, lorsqu'on fait des endoscopies, c'est une zone à risque. Les dentistes, les ORL, toutes ces zones-là sont très, très à risque. Donc, je pense que c'est important de se dire que, étant médecin, on est en première ligne et il faut vraiment qu'on fasse tout pour protéger nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignantes, parce que figurez-vous que le virus peut rester dans l'air, mettons dans une salle pendant un bon moment. Donc, si un malade cache, et ça c'est quelque chose qu'on a vu au Cameroun, des malades cachés qu'ils avaient voyagé ou qu'ils avaient de la fièvre ou qu'ils avaient été en contact, à ce moment-là, le médecin ou le soignant ne se protège pas et puis finalement tombe malade. Oui, mais j'ai bien entendu que ce virus peut rester 4-5 jours dans le circuit avant d'aller attaquer les poumons et de provoquer une détresse respiratoire. Mais comment un médecin peut ne pas savoir? Et puis on m'a dit également qu'il y avait des gestes préventifs et même des petits soins préventifs. C'est là où je me dis, mais comment un médecin ne peut pas sentir son corps suffisamment, se sachant exposé, pour ne pas soupçonner, avoir comme premier suspect numéro 1 le virus quand il sent quoi que ce soit d'anormal dans lui, aller jusqu'à la détresse et jusqu'à la mort. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais comprise et qui me fait peur. C'est vraiment une grande question et c'est un peu cette particularité de ces virus. C'est un virus qui a une phase d'incubation, c'est une phase où elle est silencieuse. Et cette phase d'incubation peut aller de 2 à 14 jours, la plupart du temps 5 jours. Ça veut dire qu'on a aucun symptôme. Le virus, si vous permettez, je vais demander à Collins de mettre l'image avec les étapes d'évolution de la COVID. Là. La dernière image qu'il avait mise tout à l'heure, ça permettra à Maître Alice et à tous nos auditeurs de bien comprendre ces phases-là. Tout à fait. Et donc, dans cette phase-là, on est complètement normal, on fait ses activités. Et puis, on commence à avoir des symptômes qui sont présents à partir de 5-7 jours. Et la deuxième phase, donc, à ce moment-là… la dernière, la précédente. Voilà, celle où tu étais à l'instant. C'est celle qui était là avant, juste un peu avant. Celle-là, exactement, c'était là. Tout à fait. Donc, dans cette phase, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir de la gêne, on peut avoir de la fatigue, de la toux. Et puis, rapidement, on peut passer à une phase de détresse respiratoire. On a des cas, par exemple, de patients qui sont venus en consultation, qui étaient plutôt bien, et puis en sortant de l'escalier du médecin, on fait une chute de saturation sur le taux d'oxygène et une décompensation assez rapide, assez brutale. Donc, cette atteinte-là peut aller vraiment très vite. Et comme médecin, on a beau écouter son corps, parfois on a des signes qui nous surprennent et qui font que les choses s'accélèrent, même si on sait que c'est la période de pandémie. Et puis, de plus, on se protège, on pense qu'on est protégé, mais on peut quand même attraper le virus. Et comme il n'y a pas de traitement préventif à ces jours où on se parle là, il n'y a pas de traitement préventif, ni d'ailleurs curatif, qui a été démontré officiellement. On ne peut pas, comme médecin, comme infirmière, comme soignant, dire qu'on va prendre quelque chose de façon anticipatoire pour éviter, lorsqu'on l'attrape, de manifester la maladie. Mais c'est vraiment un fait assez caractéristique de ces virus que j'appelle un virus qui est très vicieux. Ça nous permet également… En fait… Oui, maître, on vous écoute. Allez-y, maître. Donc, en fait, tous ceux qui ont essayé de dire que, bon, la première condition, c'est d'avoir un système immunitaire suffisamment fort à travers ce qu'on peut manger, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et ensuite, quand même, être à l'écoute de son corps. C'est ça. Moi, je vous avoue que dès que je soupçonne s'il y a le moindre petit truc, mon premier suspect, c'est… Et j'attaque, je prends des tisanes, je prends la nivaquine, je prends tout ce que je pourrais prendre pour le paludisme. Et il paraît que ça a marché. Quand on commence à titre préventif
avec des signes, bon, qui ne sont pas toujours les mêmes, hein, les réflexes. Parce que moi, j'ai eu mon petit frère qui a eu ça. Lui, il n'a pas commencé par les maux de tête, il n'a pas commencé par les maux de gorge. Il a commencé par une grande fatigue. La fièvre et le mal de la toux sont venus après. Mais une fatigue grave, c'est les grave. Absolument, ça peut même être absent. Il y a des cas où il n'y a pas de fièvre du tout, hein, 30-40% du tout. Cas. Voilà. Mais le renforcement du système immunitaire, vous avez tout à fait raison, c'est valable pour toutes les maladies, qu'elles soient virales ou bactériennes. Quand on a un corps faible, on est plus à même de l'attraper. Donc, bien manger, bien dormir, bien s'hydrater et puis avoir un mental positif comme le vôtre, ça joue beaucoup. Au même titre que la lilaquine. Effectivement. Effectivement. J'avoue que ce qui a sauvé mon frère, c'est sa grande sœur, ma sœur aînée, avec qui je suis confinée. Parce qu'elle a immédiatement soupçonné ce monsieur-là qu'on appelle coronavirus. Et elle s'est dit, ça ne va pas aller comme ça. Elle a immédiatement mis en place, à travers un médecin, le médecin de famille, le processus comment vous appelez, le protocole, hein, du professeur Raoul. Oui, du professeur. Elle n'a pas attendu de savoir si c'est ça ou si c'est pas ça. Nous, dès qu'on suspecte, tu as dit j'ai mal, hop, on se dit prends ça d'abord, on verra après. Donc c'est ça. Ça, c'est l'automédication, hein. Mais l'expérience montre que ça a aidé, puisque les médecins sont morts et nous, on n'est pas morts. C'est ça la particularité de ce virus, c'est qu'il arrive dans un contexte où il y a vraiment des preuves d'efficacité des médicaments qui sont manquants. Il y a des études qui ont été faites justement sur la chloroquine et l'antibiotique, l'azithromycine, qui sont très, très controversées et on n'a encore pas de démonstration d'efficacité. Donc, c'est sûr que dans un contexte où il y a des personnes qui ont des symptômes, où ils ont des signes, on encourage toujours de faire le diagnostic parce que c'est quand même important de savoir si le test est positif parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps, les autres maladies continuent d'exister. Et ce n'est pas parce qu'il y a Corona, par exemple, qu'il n'y a pas d'autres infections, d'autres bactéries. Et c'est important aussi pour le fait de se dire que si on l'a, on va être moins vigilant pour la suite. Donc, si on n'a pas de preuve qu'on a été testé, on peut parfois dire, vu que je l'ai déjà eu, bon, on est un peu plus libératoire. Mais professeur Théodose, vous savez dans quel environnement on vit? Oui. Nous sommes dans un pays où déjà, même sans pandémie, on a du mal à accéder à un hôpital équipé, il y a un plateau technique, même moyen, on n'a pas. Oui, alors vrai. Imaginez si, oui, et imaginez qu'en pleine pandémie, vous attendiez, au lieu d'attaquer, de toutes les façons, vous allez mourir. De toutes les façons. Parce que le coronavirus, lui, il a quelques jours hein, pour vous mettre dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, vous êtes fini. Parce que vous n'allez pas avoir l'oxygène, vous n'allez pas, il n'y en a pas, il n'y a pas. C'est déjà trop tard. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais oui. On voyait les chiffres de statistiques, si on peut remontrer l'image des données statistiques. Là, on voit que l'accès aux soins, aux lits d'hôpitaux, c'est 100% partout. C'est 100% partout depuis le 25 mai. Depuis le 25 mai, tout est saturé dans tous les hôpitaux du Cameroun. Et puis, tous les respirateurs aussi. C'est ça, il n'y a que 40 respirateurs pour un pays. Et quand je regarde la taille du pays, je me dis 40 respirateurs. Comment ça se fait que depuis des dizaines d'années, on n'a pas équipé un pays de respirateurs? Parce que j'ai vraiment eu du mal à comprendre que, par exemple, dans toute la région de l'extrême nord, il y a 0 respirateur. Zéro. On ne peut pas ventiler un malade qui a un problème de respirateur. 0. J'ai relu à plusieurs reprises les données. Hein. Je me suis dit peut-être j'ai mal lu quelque part, mais c'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas de respirateur dans toute cette zone-là. Non. Si on regarde la région du centre, il y en a 15 pour toute une région avec une capitale. C'est vraiment pas grand-chose. 22 dans le littoral et puis 1 dans le nord, 1 dans le nord-ouest. Non, je pense que c'est vraiment, comme vous dites, un gros défi pour notre pays.
parce que ça, c'est l'accès aux soins qui est fondamental. On sait que même si on prend des médicaments, des tisanes et autres, il y a une grosse proportion de patients qui vont avoir besoin de ce soin. Et c'est ça qui crée la grosse difficulté. Et ça va être le défi pour cette réouverture, notamment des écoles. Vous savez, professeur, je suis traumatisée de voir que le propre médecin du président de la République est mort du coronavirus. Allô? J'en arrive. Maître Aliscom, est-ce que tu me donnes juste une minute? Nous sommes avec Petit Pays qui voulait participer à l'émission, mais je pense qu'il y a eu un souci technique pour se joindre à la réunion Zoom. Donc, je ne sais pas s'il a encore essayé une nouvelle fois, on pourrait le rajouter à la réunion Zoom. Alors, salut Rabah Rabi, et tu passes le message à tes auditeurs, s'il te plaît. Ils sont nombreux, ils t'écoutent. Un bonsoir de la part de Maître Aliscom. Bonsoir. La vidéo n'est pas très stable, mais c'est correct. Est-ce que ton son est allumé? Le son est allumé aussi. Je pense que c'est plutôt la vidéo qui est un peu au ralenti. Alors, Rabah Rabi, tu as le bonsoir du professeur Prévost. Tu as le bonsoir également de Maître Aliscom. Vous allez voir que son appareil signale reconnexion. Il y a un problème de connexion au Cameroun. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident, mais on y arrivera. On est dans le 3e millénaire, on a beaucoup de défis pour le Cameroun. On a des problèmes de connexion, mais la vidéo est en pause, la panne, mais on y arrivera. Alors, en attendant, il parle, Petit Pays. Bonsoir, Petit Pays. Oui, on t'entend, Petit Pays, on t'entend, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci. On est en ligne. Il y a Maître qui vous salue. Vous allez bien? Il y a un gros souci technique également, mais on l'entend.